Les mystères du cachot, on va vous parler aujourd'hui avec Isabelle. Salut Isabelle. Salut. Bon, on a appelé un hôte d'honneur, c'est Douy le chien. Voilà, ta mascotte. On va parler de communication animale. Tout à fait. Quelque chose qui finalement a une vraie singularité, c'est né aux États-Unis, ça? Dans les années Cette démarche, 70, en fait, ouais. c'est Penelope Smith en fait, qui a introduit en véritable pionnière cette notion de capacité de communiquer de manière intuitive, de cœur à cœur avec les animaux. On ne parle plus d'ordre de maître à animal, hein. On est sur autre chose. On est sur complètement autre chose. Et d'ailleurs, c'est en cela aussi que mon travail consiste de pouvoir accompagner les personnes à voir la communication autrement que par les ordres ou par... Ouais, je veux qu'on revienne sur cela, c'est pas du tout du dressage. On est pas dans, du dressage. on n'est pas, voilà, Non. c'est pas assis, debout, couché. Ça, c'est un Ça fait. fait partie de l'éducation. Exactement. Mais la communication animale, c'est plus une notion de comprendre les besoins fondamentaux que l'animal nous transmet en fait, dans le sens où il peut ressentir un mal-être. Chaque espèce en fait a ses besoins fondamentaux. Et parfois, nous, en tant que gardiens, en tant qu'humains, on peut ne pas en être conscient. Bien On sûr, peut aimer ouais. nos animaux, mais ne pas être conscient de leurs besoins. Et la communication animale sert justement soit à leur faire passer des messages. Tu peux faire passer le message, par exemple, que tu vas chez le vétérinaire, tu peux faire passer le message d'une naissance ou d'un nouvel animal qui va arriver dans la famille, même si déjà, lui, l'animal, en fait, il a une communication non verbale et il va, de manière très intuitive, en fait, avoir déjà ressenti ce qui va se passer, tous les changements, il le sait déjà, en fait. Mais il ne sait pas, ça peut le mettre en difficulté à certains moments parce qu'il ne sait pas, parce que tu ne l'as pas verbalisé toi en fait, tu n'as pas posé des mots dessus. Alors c'est vrai qu'on est des urbains déjà depuis de longues décennies, mais le monde sauvage, le monde domestique, se gère de la même manière? Non, il fonctionne différemment. Différemment? Parce qu'en fait, nos animaux dits domestiques en fait, vivent maintenant auprès de nous, ce qui n'était pas le cas il y a des décennies en fait. Auparavant, les animaux vivaient dans les fermes, en extérieur. Oui, c'est vrai que Le les chat, le chiens, chien n'avaient pas accès à l'intérieur de la maison. Très peu. Ouais. Et maintenant, en fait, ce qui a vraiment changé, donc ils vivaient avec leurs instincts. Voilà, depuis des millénaires, le chat est un félin, c'est un grimpeur de manière ancestrale. Le chien, lui, le chien, c'est un gardien, on l'a toujours utilisé comme ça, ou en tout cas, on l'a amené à nous rendre des services. Mais voilà, c'était des animaux de service. Le chat servait à tuer les souris dans les greniers. Et le fait qu'ils vivent aujourd'hui avec nous a changé la donne, en fait. On leur a communiqué nos émotions. Et encore plus ces 2 dernières années avec le contexte qu'on connaît. On ne parle pas de réincarnation là? On peut. On peut? Oui, Ouais. on peut. Pas tous, mais on peut. Les animaux ne viennent pas chez nous dans nos vies par hasard. Ils viennent pour remplir une mission, toujours dans cette notion de service. Ils viennent nous accompagner, nous enseigner, nous guider dans nos vies, venir un peu pointer là ce qu'on a besoin de guérir. Et oui, ils sont là vraiment pour nous aider. On l'évoquait parce que c'est vrai que sur le fait de posséder, on possède un animal. Donc la loi évolue aussi Ouais. dans ce domaine, je dirais avec bonheur. Mais on possède des fois des reptiles, on possède des oiseaux, on possède des félins, on possède des chiens, des chevaux, etc. Le fait de posséder un animal, là aussi, nous met en connexion. Est-ce qu'il y a une connexion particulière sur le choix finalement? Alors, Instinctif ou pas, pourquoi moi j'ai un bouvier et pas un ménate? Alors, au même titre que tu choisis ton chemin de vie, il choisit le sien et en D'accord. fait, il choisit On de se venir croise, à quoi. toi. Voilà, vous vous croisez pour un long moment où en fait, je pars du principe, en tout cas la communication animale, on part du principe où l'animal nous offre une partie de sa vie, voilà, pour tout le chemin ou une partie du chemin. C'est ainsi que par exemple, tu vas avoir des chats qui vont vivre avec toi pendant, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, et puis il disparaît. Et en fait, il revient 3 ans plus tard et tu sais pas pourquoi. Et ça, concrètement, moi, je l'ai vu parmi mes amis, et il revient chez toi. Et 3 ans après, il se rappelle exactement l'endroit où il dormait, l'endroit où était sa caisse, enfin, tu vois. Donc, voilà, il y a des choses qui se créent
entre les animaux et nous, en fait. Au-delà de la faculté intrinsèque de l'animal, on prête intelligence, je dirais, à un chat, une forme, je dirais, d'affect plus singulier peut-être pour un chien. On sait que plus interdépendant, vais-je dire, entre le monde félin et le monde des canins. Est-ce qu'au-delà justement de leur propre comportement, on parlait d'âme tout à l'heure, l'animal est habité, donc il y a une énergie particulière qui est différente de la nôtre, in fine, qu'est-ce qui fait que nos chemins arrivent à se croiser En fait, tout est vibration et énergie. Ouais. En fait, donc quelque part, c'est juste qu'on a perdu, nous, en tant qu'humains, par nos formatages, en fait, et nos vies, tu vois, dans des cadres bien précis, un travail, des enfants, une maison, enfin voilà, toute cette notion-là. Un chien aussi, Isabelle. Un chien, oui. Un chien, ça fait partie du cadre, oui, tout à fait. Et effectivement, ça peut faire partie. Après, encore une fois, on choisit nos chemins, qu'ils soient bons ou moins bons. Voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, après, on peut déborder sur la cause animale. Mais ceci dit, ils sont là, quelque part. La télépathie, elle est en nous, on l'a toujours eue, on l'a perdue. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'avant 7 ans, les enfants sont capables de ressentir un certain nombre de choses? On parle de l'âge de raison, oui, c'est vrai. Mais l'enfant est capable. Et nous, on perd tout ça avec le temps parce que, globalement, c'est une histoire de fonctionnement de notre cerveau. On va formater notre cerveau à travailler plutôt sur une partie rationnelle et on oublie toute cette côté créative, en fait, tout ce côté créatif. Bon, on le voit, on pourrait passer finalement des journées entières à parler du règne animal, fusion entre le règne animal et le monde de l'humain. Qu'est-ce qui t'a poussé justement, toi, dans ton orientation de vie, à un moment, devenir, on va dire, communication animale, coach il y a différentes interprétations dans ton métier, parce que c'est à la demande de l'humain malgré tout. Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que je ne suis pas née dedans, en fait. J'ai pas eu d'initiation précoce en tant qu'enfant, en tout cas je ne le pense pas. On a toujours eu des chats à la maison, des chiens. Petite, j'étais passionnée des chats, tous mes murs étaient remplis de cartes postales de chats, tu vois, que je punaisais sur les murs. J'ai même été capable de pousser mes parents à faire 600 km dans une journée entre Nîmes et Monaco pour aller chercher une chatte que j'avais vue sur une émission de télé, tu vois, à Monaco. Elle s'appelait Charlotte d'ailleurs. Et puis voilà, comme tous les gamins, je pense que dès qu'on voyait un animal perdu sur le bord de la route, on le ramenait. Ma mère a biberonné je ne sais combien de chatons. Donc c'était déjà en nous. Et puis la vie, évidemment, nous a amenés, encore une fois, par le formatage, le travail, les enfants. Et voilà, et on dit souvent que l'humain, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que l'humain a besoin de murs, en fait, de choses qui vont le pousser à réagir. Ben, moi, c'est un peu comme ça, en fait. Les chats sont venus dans ma vie petit à petit. Et pour m'ouvrir à ce que je fais aujourd'hui... C'était les premières briques, finalement. C'était les premières briques, mais il a fallu que ce soit plus violent que ça. C'est-à-dire que ça passe par le décès de mes animaux de manière très rapprochée et qui m'a amenée par des synchronicités, par la rencontre de personnes, en fait, qui viennent sur ton chemin et qui te permettent d'accéder à quelque chose. Enfin, moi, la première fois qu'on m'a parlé de communication animale, je suis restée assise et bon, ok, et non, ça ne me parle pas, c'est quoi? Enfin, c'est vrai qu'on a une petite distance dès le démarrage. Clairement. Isabelle, justement, tu m'évoques ce parcours, cette rencontre avec le monde des chats. Je reviens quand même parce qu'on dit toujours que moi, je suis plus chien, par exemple. J'ai le sentiment que tu es plus chat. Ouais, carrément. Il y a un vrai distinguo entre toi et moi, du coup, parce que je suis chien et toi, t'es chat? Pas du tout. Non. En fait, ce qui compte, c'est l'ouverture de cœur et l'amour pour l'animal. Ouais. Moi, j'ai un chien aussi. On a une chienne qui est un amour et on a 4 chats, tu vois. Et donc non, il n'y a pas de la même façon que tu vas aimer les lapins ou les hamsters, et tu vas apporter le même amour. L'important, c'est vraiment l'ouverture du cœur. C'est le cœur, quoi, qui prime. Il n'y a pas cette singularité quand on disait, voilà, tu es plus ceci ou cela parce que tu es plus chat que chien, quoi. Non, l'indépendance. Non, après, sans jugement, je dirais que si tu es dans l'ouverture de cœur, il n'y a pas de notion de dressage, il y a la notion d'éducation, bien sûr, pour que la relation soit harmonieuse. Après... bon voilà, il y a toutes les histoires que l'on peut entendre sur le dressage, sur le chien ressemble à son maître, enfin voilà. Bon, je sais pas. C'est des histoires. Bah justement, qu'est-ce qui fait que d'histoires en fait, on vienne à consulter, je dirais,
quelqu'un comme toi qui va coordonner finalement une liaison comme une traductrice finalement de quelque chose qu'on aurait du mal à lire dans un monde invisible. On oublie le dressage, je le mets toujours bien de côté. Et entre finalement le propriétaire, je vais l'appeler comme tel, ou les propriétaires, c'est souvent, ou le gardien, c'est peut-être plus heureux. Oui. Et les gardiens, parce que dans une famille, les enfants sont aussi les gardiens. On voit que l'animal est quand même de gardiennage multiple, là aussi. En tout cas, si on prend un chien, un chat, c'est peut-être différent. Mais... alors, pour le chien, il y a une notion d'esprit de meute, en fait. Donc, le chien, et encore une fois, là, c'est important de pouvoir s'adapter et de continuer à apprendre, en fait, sur chaque espèce, parce qu'ils ont chacun, même s'ils sont là dans le même but, mais ils ont chacun leur spécificité, en fait. Voilà. Le chien vit en meute, donc il est impensable pour le chien d'être seul. C'est par exemple un chien qui va rester tout seul toute la journée, c'est pas conçu pour ça. C'est pas conçu pour ça et ça le rend malheureux en fait. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on vient me consulter pour différentes raisons, simplement comme je te disais tout à l'heure pour prévenir son animal en fait qu'on va partir en vacances et qu'on va le laisser au pet-sitter ou qu'il va aller en pension, enfin, pour des choses très basiques. Et dans ce cas-là, on parle de communication pure. C'est-à-dire que je reviens sur ça, c'est fondamental, parce que c'est vrai que des fois on est tenu de laisser son chien. Je vais rester sur le cas du chien, ou le chien là encore, en gardiennage. 7 jours, on part en vacances, nous les humains. Des fois les chiens ou les chats n'ont pas le droit de suivre les humains. Et c'est vrai que le gardiennage n'est pas forcément, c'est pas une colonie de vacances pour l'animal. Parce qu'il est en rupture d'affect, conditionné par d'autres chiens, et en fonction de son profil, c'est là où on peut... en t'appelant, mieux conditionner son animal. Et le préparer à cette séparation, qui toujours est une épreuve pour l'animal. Oui, parce que c'est vrai que nous, on ne sait pas dire ça, on ne sait pas anticiper au chien, on ne sait pas lui dire, tiens... on a la capacité. Pour autant, on ne sait pas forcément aller la chercher. Oui. On se dit, tiens, c'est demain, on va le déposer chez X, et puis on reprendra dans 7 jours. Voilà, c'est brutal quand même. C'est très brutal. C'est très brutal. Et souvent, on peut entendre aussi, par exemple, le chat, on l'a laissé à la maison et quelqu'un est passé 2 fois dans la journée. Mais dans sa vie, au quotidien, tu es en télétravail ou tu es présent toute la journée et le chat, il a besoin de cette organisation dans son... Et en fait, on revient de vacances et on nous dit, mais mon chat, il fait la tête en fait. Et non, il ne fait pas la tête. Il a juste besoin de réorganiser son espace et de comprendre que ça y est, t'es revenu et qu'il a vécu seul pendant 7 jours et qu'il a fallu qu'il s'adapte à cette nouvelle organisation. Donc il y a cette partie-là de la communication animale et ensuite, que j'appelle la communication pure. Et ensuite, il y a la communication qui va être pour moi un outil dans l'accompagnement, dans la relation entre l'humain et l'animal. Parce que, encore une fois, à certains moments, on a beau aimer notre animal, mais il peut y avoir des comportements ou des situations qui font que quelque chose va se dégrader en fait dans la relation. À défaut de se casser, ce ne sera pas une ligne droite. Et alors, les personnes qui sont, encore une fois, tout le monde ne va pas faire la démarche, mais si tu fais la démarche de venir me voir, en fait, tu cherches à comprendre ce que tu pourrais améliorer dans la relation pour le bien-être ou le mieux-être. En fait, la communication animale, c'est ça. Le but premier, c'est d'apporter une réponse à l'animal pour son mieux-être. On a un diagnostic plus ou moins précoce, c'est quoi? C'est un comportement, des petits pipis ici et là, des craintes... des peurs soudaines. Des peurs, voilà, l'animal est comme ceci ou comme cela. Un peu d'agressivité. À l'inverse, de l'agressivité. Voilà. Alors après, moi, mon rôle, c'est de savoir si oui ou non je corresponds et je peux aider l'animal avec les outils que j'ai. Ou sinon, je ne suis pas comportementaliste, je ne suis pas éducateur. Non, et il y a des moments où on met des limites. Bien évidemment que dans le diagnostic, on va toujours s'assurer que si par exemple tu me dis Doudou, il vomit depuis une semaine. Avant de rentrer dans le soin énergétique, dans la communication animale, je vais m'assurer que tu es allé voir ton vétérinaire et que tu t'es assuré que déjà d'un point de vue physique... Que je lui donne pas les croûtes de fromage à chaque fois que j'en mange. C'est ça, ou autre chose. Oui, autre chose. Alors je dis ça parce qu'évidemment le bouvier vermant, on sait que les problèmes intestinaux, c'est un petit, c'est un petit plus. Mais on va d'abord enlever un certain nombre Il y a bien sûr un diagnostic qui est là, qui est préétabli. Lorsque tu évoques des outils, c'est des outils finalement sensoriels alors, sans je peux dévoiler la canaliser batterie. des informations, je peux travailler sur des soins énergétiques. Alors moi,
on capte l'énergie de l'animal, on le regarde. Quelles sont tes premières prises, j'allais dire, de contact avec un chat, un chien? En fin de compte, on peut très bien simplement, rien que par l'approche. Si par exemple je suis en direct, je vais simplement par l'approche en fait ressentir un certain nombre de choses par rapport à l'animal, et le fait de poser tes mains, je mets l'intention en tout cas de recevoir l'énergie juste, et pour la guérison, en tout cas pour l'accompagnement de l'auto-guérison de l'animal, puisque c'est lui qui choisit, il a son libre arbitre. Et il a aussi son libre arbitre à choisir s'il veut guérir ou non en fait. Tu me confirmes que Douy est gourmand? Je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Bon. Mais on peut présupposer. Bon, c'est important parce qu'on dit souvent que l'animal finalement ressemble à son gardien. Du coup, le gardien ressemble aussi pas mal à l'animal. On a un mimétisme inversé. Ouais. On pourrait dire que c'est un effet miroir. Sur certaines techniques que j'utilise, on va aller chercher les blocages énergétiques. Et certains blocages énergétiques, je vais demander à l'animal si ça lui appartient ou pas. Et en fin de compte, si ça lui appartient, c'est OK, on va libérer. Si ça lui appartient pas, il y a un effet miroir en fait sur son humain, et c'est en cela que j'interviens dans la relation humain. On pourrait dire que je suis un lien pour harmoniser en fait énergétiquement l'animal, libérer un certain nombre de blocages énergétiques. Et un peu le gardien aussi. Le gardien aussi. Ouais. Et c'est là, il faut être open. C'est un métier d'une grande dualité finalement. Parce que bon, le chien, on a du mal à ce qu'il se vexe certainement. Le gardien, plus facilement. C'est ça. C'est la difficulté en fait, parce que et je l'ai compris en fait ces derniers mois, parce que je travaille aussi avec des associations en bénévolat. Et en fin de compte, c'est là que tu te rends compte que les blocages sont les plus importants. Alors dans des communautés notamment où par exemple les familles d'accueil vont se retrouver à accueillir 8 à 10 chats, tu vois, où on rencontre des difficultés, et lorsque les blocages font écho au miroir sur les familles d'accueil, qui sont très investies, mais qui sont dans le stress, parfois dans la colère, dans le ressenti vis-à-vis de l'humain, tu vois. Donc là, on a un gros travail, sans jugement, et en essayant d'être le plus neutre possible et le plus centré sur nous-mêmes pour ne pas nous laisser non plus investir émotionnellement, parce qu'il y a la cause animale, parce qu'il y a la maltraitance, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi. Le spectre malheureusement est grand, on voit sur nos émissions nationales, on est ici en France un des peuples avec le plus d'animaux domestiques, je pense. Clairement. On a aussi un triste record sur l'abandon. Là encore, si on fait sans rentrer dans quelque chose de vraiment triste et navrant, abandonner un animal, comment on en vient finalement quand on est gardien à abandonner? C'est une grande rupture, là c'est un échec entre l'animal et l'homme. Comment on peut diagnostiquer Encore une fois, c'est cette notion de chemin, tu vois, où, même si ça peut sembler irrationnel, mais tout est juste, et que l'animal choisit ce chemin-là. Donc, le fait d'abandonner, moi aujourd'hui je n'ai pas de jugement à porter dessus, même si évidemment je peux le ressentir à certains moments d'un point de vue émotionnel assez fortement. Le tout, c'est de trouver une solution et d'accompagner et d'essayer d'amener encore une fois le mieux-être à l'animal du mieux que l'on peut. Parce qu'il y a des histoires urbaines qui racontent aussi au décès d'une personne. Un chien, peut-être un chat, je suis plus orienté chien malheureusement pour l'anecdote, voilà, de la pédagogie bien évidemment, ça c'est un off avec Douy, mais c'est vrai qu'on a vu des animaux aller là aussi sur la taupe finalement du gardien, pour reprendre ce terme, là je l'aime bien, voilà, c'est que ça transcende même la notion de vie, l'animal est connecté au-delà. Au-delà aussi. Au-delà aussi. Alors, moi, je n'ai pas expérimenté cela. J'expérimente plutôt l'accompagnement en fin de vie. Alors, ne me demande pas pourquoi. Mais de l'animal. De l'animal, tout à fait. Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces derniers temps, ça vient de plus en plus et c'est de plus en plus présent. C'est important. Je reviens sur cette voie parce qu'on est nombreux propriétaires à avoir connu plusieurs animaux dans nos vies parce qu'on n'a pas le même cycle. Donc, il est clair qu'il y a un moment, la rupture s'annonce.
Ouais. un vieillissement, il Ouais. faut savoir prendre des décisions. Ouais. On l'a eu aussi des fois avec un accompagnement à la mort chez le vétérinaire. Ouais. C'est pas facile, Non. on ne sait pas comment faire. Nous, on l'a vécu et je peux dire qu'on aurait été ravis d'être, j'allais dire, coaché, conseillé et peut-être d'apaiser là aussi l'animal qui, je pense, avait un petit sentiment que c'était peut-être les dernières minutes, quoi. Alors le rapport de la mort, l'animal par rapport au rapport à la mort, il est différent du nôtre. Ouais. Donc il y a une notion de rupture. Pour eux, c'est plus simple en fait, puisque l'animal vit dans l'instant présent, il n'y a pas de C'est passé, il n'y vrai. a pas de futur. Tout est à l'instant présent. Donc c'est pour ça qu'aussi en communication animale, on a cette responsabilité de ne pas replonger l'animal dans son passé. Pour justement ne pas générer de stress D'accord, vis-à-vis ouais. de ce qu'il a pu vivre auparavant, notamment chez les animaux qui ont été abandonnés. Mais ils n'ont pas ce rapport à la mort. En revanche, nous, on a besoin d'être rassurés. Bien sûr. On a besoin d'être rassurés et de savoir ce qu'il en pense. Alors certains animaux vont te dire qu'ils préfèrent rester et partir tranquillement à la maison. Donc ça, c'est à l'instant T, quand tu rentres en communication avec lui et tu reçois ce message. Donc ça rassure quelque part le gardien. Et puis il arrive un moment, quelques semaines plus tard, où ben là on est dans un état catastrophique et il faut prendre une décision. Et là, on peut reprendre la main en fait et se dire que ce que l'on va faire comme notamment l'euthanasie, est un geste d'amour pour l'animal et pour lui éviter toute cette souffrance. Plein de souffrance. Parce que pour lui, encore une fois, cette notion de mort n'est pas quelque chose d'aussi grave que pour nous, en fait. Voilà. Alors justement, on évoquait les prémices finalement pour consulter. Parce qu'on consulte, il faut appeler. Ouais. Pas toujours facile, peut-être dans l'exercice d'une profession, j'allais dire un peu nouvelle. On l'a vu, même si aux États-Unis on a quoi, un demi-siècle, oui, voilà, de pratique. En France, c'est quelque chose qui commence à émerger ou C'est arrivé en France, en fait, la notion est arrivée en France dans les années 2000. Tu vois, donc voilà, c'est assez récent. On a 2 décennies de pratique, mais timide quand même. Très timide. Ouais, parce qu'on n'entend pas ici et là, on est plus sur finalement du dressage, socialiser son chien aussi, son chat, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, on voit bien le bienfait que ça doit apporter, tant à l'animal bien sûr que à son gardien, voilà, le terme, je me l'approprie de plus en plus. Et là, il faut prévoir quoi? C'est un accompagnement qui est en one shot, il peut y avoir une continuité, comment la thérapie se met en place si tant est que ce soit une thérapie? Alors, tout dépend. Encore une fois, ça dépend de l'animal. Les animaux sont très réceptifs aux énergies. Donc, l'animal en tant que tel, une séance, et hop, et c'est ça peut être réglé. Mais tout dépend du problème de fond, des blocages énergétiques qui sont dans la relation avec l'humain, avec le foyer, avec la famille. Et ça, lui va me le dire, mais ça va être aussi un travail entre le gardien aussi et moi, la relation de confiance, de savoir. Mais je n'établis pas un programme, de dire bon, alors c'est 3, 5 séances. Tu vois, on va voir comment les choses avancent au fur et à mesure. Et parfois, juste une séance. Et en fin de séance, je vais demander à l'animal de quoi il a besoin. Et ça peut être des fleurs de bac, par exemple. Et donc, je vais canaliser les fleurs de bac dont il a besoin. Ça peut être un soin énergétique. Et auquel cas, on va peut-être définir dans 3 semaines, dans 1 mois. Ça va dépendre en fonction de ce qu'il me dit aussi. Justement, il peut y avoir un point d'angoisse dans l'animal par un comportement, une aptitude humaine qui génère. Et c'est ça qu'il faut régler, du coup? Oui, clairement. Alors, il y a la base éducation. Oui, mais au-delà. Mais au-delà de ça, oui, par exemple, si, admettons que tu es quelqu'un de très stressé, ce stress, je vais le transmettre. Il est transmis automatiquement et il le ressent. Et donc son comportement peut être différent. Il peut être en mode d'autoprotection en fait, de sa famille, tu vois, parce qu'il ressent ce stress et donc pour lui c'est une insécurité. Donc à partir du moment où il se sent en insécurité, il a besoin de protéger sa meute et à certains moments, par exemple, tu vas aller te balader et il va être un peu plus agressif tout à coup avec un chien qui va s'approcher de toi ou par rapport à toi aussi. Voilà. C'était mes propos pour aussi comprendre que dans l'accompagnement, là on est dans un salon, le chien est là, mais on pourrait aussi partir parce que dans l'accompagnement que tu procures, tu m'aides
dans une balade ou autre, enfin le chien en mouvement ou à chaque fois, non, il faut que ça soit posé à la maison, c'est mieux. Là, pour le coup, pour l'accompagnement balade, ça sera quand plus je dis du balade, ressort de l'éducateur. C'est pas pour le dressage, c'est pour avoir son comportement, pour être peut-être dans un mouvement ensemble. Non. Alors ce ne sera pas nécessaire en fait, parce que du coup, en travaillant sur les blocages énergétiques, en fait, tu libères les émotions et comme tout le monde se sent plus léger entre guillemets, les choses se font simplement en fait. On a vu par exemple, j'ai reçu des retours par exemple sur des chats qui, notamment en association, où tu vois quand tu intègres très régulièrement des chats, normalement tu as un protocole d'intégration et parfois c'est pas toujours possible. Et bien simplement avec le soin énergétique à distance, avec un peu de fleurs de bac et en une semaine le problème est réglé. Tu vois. Ouais. Est-ce qu'on a des cas historiques insolutionnables, c'est-à-dire, j'allais dire, démoniaque, vais-je dire, je lâche le mot, mais voilà, l'énergie qui habite qui ce chien, qui ce chat en fait un animal incurable ou que sais-je, parce qu'on a vu des fois des animaux très, très spéciaux et qui finissent mal en général, et parce que c'est ça le règne humain aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Voilà, le verdict peut être Alors, tu veux dire des animaux qui vont mordre ou qui vont... Ça peut être ça, oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est sûr que notre diagnostic, il est lié à l'agressivité, pour euthanasier ou pas, alors que peut-être qu'il y avait des solutions en amont, ou un animal qui est incurable parce que il est malade ou que sais-je, malade d'une énergie. Et en tout cas, certains animaux choisissent de ne pas guérir. Oui, voilà, aussi. Ils choisissent de partir, ils vont se charger en énergie. En fait, l'animal, si tu veux, va se charger en énergie, c'est son rôle négatif, parce qu'il va te décharger toi, en fait. Notamment depuis qu'ils vivent avec nous de manière consciente. En fait, on le voit bien ces 2 dernières années où ça a été encore plus présent. Mais il va se charger. Et dans un monde merveilleux, on pourrait dire, l'animal est capable de se libérer naturellement, soit en courant, soit en se roulant dans l'herbe, le chat soit en grimpant, soit en courant, enfin tu vois, et le chat en dormant. Il va dispenser son énergie. Tout ça se fait de manière très naturelle. Et il y a 2 moments où l'animal ne peut pas se libérer, c'est-à-dire s'il est contraint dans sa vie, par rapport aux contraintes que nous, en tant qu'humains, on va lui imposer, parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas accepter. Un chat, le chat par exemple, est grimpeur. Si tu l'empêches de monter sur le meuble, ou il va faire ses griffes, il a besoin de faire ses griffes parce que c'est dans sa nature, si tu l'en empêches, quelque part, tu l'empêches d'exprimer ses besoins fondamentaux, ancestraux en fait, tu vois. Et le chien, c'est la même chose. Et il va aussi, par empathie, capter ce que tu as besoin toi de libérer, que tu n'es pas capable. Et jusqu'à aller à la maladie, finalement, ça va se transformer en maladie physique. Alors, récemment, j'avais un monsieur qui a eu 3 cancers. Et son chien, il m'appelle pour me dire, voilà, mon chien, ça va pas, il a vraiment des gros problèmes urinaires, prostate. Et en échangeant avec lui, en creusant un peu, on a fait le lien avec sa maladie à lui, son insécurité par rapport à sa condition physique, mais aussi matérielle, puisqu'il ne travaillait plus. Et le chien a capté ses blocages énergétiques, en fait. Après, de dire que l'animal est... dans l'agressivité, pour le coup, je pense que ça me dépasse un petit peu. C'est pas de mon ressort à moi. Mon ressort, c'est vraiment d'accompagner dans le mieux-être. Il y a des choses qui vont passer par l'éducateur, le comportementaliste, sur lesquelles je ne peux pas intervenir, moi en tout cas. Opposé à cette question, l'infantilisation de nos animaux, on leur achète des jouets. Les chiens mémères, allez je lance, ils ont même des vêtements, alors de toutes les couleurs. Moi, je suis sûr qu'il y en a qui n'aiment pas le rouge ou le vert. Ça doit créer du stress chez l'animal. On leur fait des jouets, des vêtements, c'est bien ça. On ne vient pas heurter l'animal un tout petit peu. Alors, on peut dire que c'est de l'anthropomorphisme. Tu vois, c'est le fait de transmuter nos propres émotions sur nos animaux. On est papa, on est maman. Un peu, et dans les faits, c'est OK si tu respectes en fait les besoins fondamentaux de ton chien et de ton chat. Voilà. Alors, je te dirais que habillé, moi, non. Voilà. Ils ont des poils. Voilà. Hormis dans des conditions bien particulières. S'il fait très froid, il y a grand froid, on peut pour certains. Voilà. Bon, il y a des choses. Ceci dit, voilà. Encore une fois, chacun vit
sa relation, à partir du moment où c'est dans le respect. Mais évidemment, on voit fleurir sur les réseaux sociaux des tas de vidéos sur les chats déguisés, les chiens aussi. C'est encore plus compliqué pour le chat en fait. J'ose imaginer. C'est encore plus compliqué. Alors Isabelle, justement, des familles nous écoutent, ils veulent prendre premier pas, parce que des fois c'est aussi établir un lien, peut-être un lien plus, pour terminer, de cœur, parce qu'on l'a évoqué tout au long de cette émission. C'est intéressant de poser aussi un diagnostic, juste pour le plaisir de dire, tiens, je suis en harmonie ici avec Louis, et c'est valorisant pour l'animal, c'est valorisant pour le gardien également. Donc ça, c'est aussi un premier contact jouable, sans pour autant aller chercher un dysfonctionnement entre l'animal et sa famille. Oui, complètement, on peut. Alors, dans le questionnement, en fait, je ne questionne jamais les animaux, en fait, si tu veux. C'est un ressenti. C'est un ressenti et je le laisse vraiment exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Alors, parfois, on est prêt à l'entendre, parfois, on n'est pas prêt. Ce qui est important, moi, dans mon rôle, c'est de rester objective, d'être toujours centré sur l'animal et ses besoins. Après, certains messages parlent mieux que d'autres, mais on peut effectivement avoir besoin, à un moment donné, de se rassurer, parce que l'humain a besoin de rassurer son ego et son mental, et on peut avoir... Si je ressens que c'est OK parce qu'il y a une vraie relation d'amour et que ça permet voilà, juste de faire passer le message qu'on aime son animal, et même s'il le sait, mais que ça nous rassure, c'est OK. À partir du moment où on rentre dans l'intrusion, qu'on va rentrer dans l'intimité de l'animal sans vouloir lui apporter quoi que ce soit, alors là, pour le coup, c'est pas moi qu'il faut venir voir. En fait. Je m'adresse, dernière question, à nos amis cavaliers. Le cheval est ton univers aussi Un petit peu moins, mais oui, ma fille monte à cheval et j'ai monté à cheval aussi pendant des années. Parce que là encore, une grande dualité entre le cheval et l'homme. Énormément. Et la relation du cheval, de manière ancestrale, vis-à-vis de l'homme, est très importante. Ils ont vraiment une relation... De service vis-à-vis de l'humain, mais de service dans le sens cœur en fait, vraiment, de rendre service à l'humain. Et parfois, oui, on a besoin d'harmoniser, encore une fois, parce que le ressenti des chevaux est encore plus puissant. Et sur certains cavaliers, oui, voilà, on va dire, bon, je suis tombée, ou ceci ou cela, mais on peut harmoniser la relation de la même manière qu'avec... Un chien ou un chat. Alors justement, on souhaite prendre contact avec toi. Le monde du numérique appartient pas trop à nos amis les animaux. Non. Il est très humain pour ça, mais enfin, il nous facilite la vie du quotidien. Page Facebook, comment prendre contact avec toi? Alors j'ai une page Facebook, pour le moment c'est tout. Donc qui se nomme Isabelle Qui se nomme Isabelle Meston. M-E-S-T-O-N. Voilà. Soins énergétiques. Et là, on arrive directement sur la page, on prend contact, on te laisse message. Voilà, un message et une adresse mail également. Grand département, ta zone de mobilité? J'ai envie de dire que c'est pas à distance. Ah oui, c'est vrai que il y a pas d'espace-temps. On peut t'envoyer la photo, et puis à partir de là... Sur photo, effectivement, et puis avec quelques informations. Mais on prend rendez-vous, on a un échange téléphonique ou en visio sur les besoins, sur les problématiques. Et puis moi, en fonction, bien, je cale mon organisation. Je ne fixe pas de rendez-vous parce que ça dépend aussi de mon état émotionnel personnel, de mon ressenti. Et je donne une plage en fait. D'accord, parfait. Bon, on ne saura pas tout sur lui aujourd'hui, on sait qu'il est gourmand et j'espère affectueux, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. Ravi Isabelle d'avoir partagé ce moment ensemble, et puis on voit qu'on a, au-delà du dressage, dans nos vies de chaque jour, là encore, à construire et améliorer et ouvrir notre cœur. Je crois que ça fera du bien à tout le monde. Les animaux ont une place très très importante à jouer dans nos vies. Ça, je pense qu'on commence à en prendre conscience. C'est important. Merci à toi Isabelle. Merci beaucoup.